Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous présente l'entreprise Enphase sur laquelle je viens d'ouvrir une position en bourse. Enphase est une entreprise mondialement connue dans son secteur, à savoir le secteur des installations de production d'énergie solaire pour la maison. On parlera en première partie du business d'Enphase et de certains points spécifiques du business que je retiens et qui me plaisent dans cette entreprise. Et dans la deuxième partie, on regardera la valorisation de l'entreprise et le prix que je vise pour l'acheter en bourse. Sachez aussi que ça va être une vidéo assez riche en infos techniques. On va parler ingénierie, industrialisation, etc. Donc vous avez le sommaire comme d'habitude en description pour vous balader dans la vidéo. Je tenais aussi à vous dire que c'est une vidéo qui m'a été inspirée notamment par plusieurs d'entre vous sur Instagram parce que j'en avais parlé dans des stories et ils m'ont demandé si je pouvais faire une vidéo de présentation de l'entreprise. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre sur Instagram, j'y fais du contenu différent, j'échange avec autant de monde que possible par DM. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer dire bonjour. Alors le business model. Donc ici, je vous ai directement mis ce qui est expliqué par l'entreprise dans le document 10K. Pour rappel, le 10K, c'est le document officiel qui est publié chaque année, c'est le rapport annuel. Et dedans, vous avez énormément d'informations que j'utilise pour mes analyses. Et donc, si vous allez directement dans le business, eh bien, vous aurez ce que fait l'entreprise. Moi, je vous l'ai traduit. Donc, c'est une entreprise qui conçoit, fabrique et vend des solutions d'énergie solaire pour les maisons, donc du domestique. Et ils vont de la production d'énergie solaire au stockage, au contrôle de l'énergie, à la communication avec une plateforme dans le cloud, une application, etc. Donc, ils proposent une solution complète pour le solaire pour la maison. Ils expliquent aussi, et ça on va en parler plus tard dans la partie technique, qu'ils ont en fait révolutionné l'industrie du solaire en créant des micro-onduleurs qui sont faits à base de semi-conducteurs. En gros, on appelle ça en anglais des micro-inverters. Et en fait, ça convertit l'énergie au niveau du panneau solaire individuel et non pas comme auparavant sur un boîtier une fois qu'on aurait relié tous les panneaux ensemble. Et on verra plus tard, il y a de nombreux avantages là-dessus et c'est aussi pour ça qu'ils ont explosé en termes de vente à travers le monde. Donc en dessous, vous avez une photo qui représente un petit peu l'écosystème. Donc on a les micro-inverteurs derrière les panneaux, on a évidemment le cloud, ils ont aussi tous les systèmes qui permettent de gérer la maison, de renvoyer de l'énergie dans le réseau si besoin, ou tout simplement de l'envoyer sur certains appareils électroménagers ou de charger une voiture électrique par exemple. Très rapidement, je veux quand même montrer sur quel type d'entreprise on se situe d'un point de vue de la croissance. On voit que sur les dernières années, ils ont eu une croissance en composé du chiffre d'affaires de plus de 32% et sur les 3 dernières années de plus de 90% par an de croissance. Donc c'est une entreprise qui a une forte croissance. Et aussi juste en dessous, je vous ai mis directement une photo du 10K où j'ai fait la calculer avec les différentes marges et on voit qu'on a une marge brute de plus de 41%, en marge opérationnelle à 19% et en marge nette à 17%. Donc c'est une entreprise qui a une forte croissance et qui maintenant a des marges. Il y a encore quelques années, elle n'était pas rentable, mais aujourd'hui c'est le cas et on va comprendre aussi pourquoi plus tard elle arrive à avoir d'aussi bonnes marges alors qu'on fait que de l'industrie. On passe maintenant sur des points spécifiques du business parce que, comme j'aime tout le temps le dire, il faut se forger une conviction pour investir sur une entreprise. Chacun a sa propre opinion. Je vous donne la mienne, pourquoi je l'achète personnellement. Évidemment, je ne peux pas non plus tout vous présenter. C'est une vidéo que je vais garder assez courte pour YouTube. Mais voilà, ce que je tiens à vous dire, c'est que personne ne peut vous dire d'acheter cette action ou vous conseiller. La seule personne qui peut le faire, c'est vous-même, vous faire votre propre avis, parce que si un jour l'action vient à corriger fortement, eh bien, vous saurez pourquoi vous l'avez acheté et vous paniquerez pas. Donc, au niveau des points spécifiques, tout d'abord, ils font des micro-inverteurs, c'est le gros de leur business. Donc, c'est ce que vous avez ici au niveau du pointeur rouge. Et ce sont des petits modules qui se mettent derrière chaque panneau et qui permettent de passer d'un courant continu à un courant alternatif. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre qu'un panneau, le brancher sur une prise électrique dans votre maison. Évidemment, il faut faire la déclaration si vous le mettez au-delà d'un mètre 80 et en dessous d'un mètre 80, il faut aussi regarder les règles au niveau d'EDF. Mais c'est quelque chose qui est très abordable pour une personne. Il n'y a plus besoin de faire des grosses installations. Et je connais pas mal de personnes qui le font chez eux. Et à l'inverse, on est en train de comparer avec les string inverters où justement ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on mettait plusieurs panneaux sur le toit, on les reliait ensemble et ensuite on arrivait dans un gros onduleur qui lui était placé par exemple dans la maison. Et si on avait un problème sur un ou plusieurs panneaux, on ne pouvait pas les détecter. Si on avait un problème sur l'onduleur principal, eh bien l'installation ne produisait plus d'énergie. Et donc ça nous amène un petit peu à tous les points que je voulais vous citer, des avantages de ce système en micro-inverteur. On a une gestion indépendante des panneaux. Donc chaque panneau a son onduleur ou son inverteur en anglais, c'est le même mot. Et donc ce qui veut dire que s'il y en a un qui ne fonctionne plus, les autres panneaux continuent à produire. Au niveau de l'entretien aussi, c'est pas mal parce que s'il y a un panneau qui fonctionne plus, on change juste cet onduleur-là. S'il y a un panneau qui produit moins parce qu'il est à l'ombre, il n'impacte pas toute la production de la maison. Ensuite, au niveau de l'installation, ça la rend aussi évolutive. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec un panneau, puis un deuxième panneau, puis un troisième panneau. Et puis si un jour on change de chauffe-eau, ou on rajoute un frigo, ou on met une pompe pour une piscine, etc., on peut rajouter des panneaux au fur et à mesure pour monter en puissance. Ce sont des installations extrêmement évolutives puisque chaque panneau est totalement indépendant. Ça nous permet aussi un meilleur contrôle. Par exemple, si on a un panneau qui produit moins que les autres à certaines heures de la journée, on peut se dire, tiens, est-ce qu'il n'est pas à l'ombre à un moment et peut-être le déplacer. On peut aussi voir s'il y a des défaillances dans
système, etc. Et enfin, donc voilà, ça m'amène aussi à dire qu'il y a la détection des problèmes, c'est ce que je vous disais juste avant. Si on a des problèmes, on va pouvoir détecter un panneau et non pas impacter toute l'installation. Maintenant, je voulais vous parler de la technologie et que le fait que le système soit aussi assez fiable. Il faut bien comprendre qu'on a une absence de transformateur sur notamment le IQ7, qui est leur best-seller. Et donc ça fait qu'on a forcément moins d'entretien parce que souvent, dans les gros onduleurs pour certaines installations d'une certaine taille quand même, et ben, on peut avoir des transfos qui posent beaucoup de problèmes, etc. Et là, on est vraiment que sur du composant électronique, comme vous le voyez, du circuit imprimé, de la résistance, etc. Je vous ai mis ici les cartes électroniques. Et si je vous les ai mises aussi, c'est pour vous montrer qu'on a un PCBA, donc un PCBA c'est une carte électronique avec les composants déjà mis dessus, qui est totalement en CMS, on n'a pas de through roll. Donc en fait, ce que ça veut dire, si je vous enlève le jargon technique, c'est que tous les composants, vous voyez, il n'y a pas de patte qui passe à travers le circuit. Ce qui fait qu'on n'a qu'un processus pour la fabriquer. Une fois qu'on a le PCB, donc c'est la carte sans les composants, c'est une machine qu'on appelle une machine CMS qui vient mettre les composants un par un en les soudant, et on n'a pas des personnes qui doivent mettre à la main une résistance ou un condensateur, et qui doit donc avoir une étape supplémentaire et passer dans une deuxième machine dans laquelle on viendrait souder avec un flot d'étain en dessous. Alors je suis pas ingénieur en électronique, mais j'ai quand même quelques notions, et ces cartes, moi quand je les regarde, je me dis, eh ben écoute, pas grand chose à fabriquer par rapport à si on les avait moins bien conçues. Donc ça me fait dire que la R&D est très bonne. Ils ont vraiment bien conçu leurs produits. Ces cartes peuvent être tapées pratiquement automatiquement avec des lignes CMS. Et cette conception optimisée, on la retrouve clairement dans les marges brutes. On est à plus de 40%, ce qui est beaucoup pour de l'industrie. Ok, il y a un petit peu de technologie, mais on n'est pas non plus sur une entreprise qui ferait du logiciel. Donc c'est impressionnant de les voir avec une marge brute à plus de 40% et même une marge nette à 19% pour de l'industrie. C'est excellent. On continue sur les convictions personnelles et je vais vous dire que le solaire est pour moi une des plus importantes énergies du futur. Le seul point limitant en ce moment pour moi, c'est le stockage et la quantité de batteries et de panneaux. Parce que clairement, bah, quand il n'y a pas de soleil la nuit, on ne produit pas d'énergie avec des panneaux solaires. Et à ce jour, on fonctionne avec des solutions mixtes. Mais ça, c'est pour le court terme à mon avis. C'est-à-dire que voilà, on a du panneau solaire, de l'éolien, du nucléaire et plein d'autres façons de produire de l'énergie. Par contre, sur le long terme, je pense sincèrement, et ça c'est mon avis, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous forger votre propre opinion, je pense personnellement que dans le futur, le solaire va être beaucoup plus présent qu'avant et on aura aussi des solutions de stockage beaucoup plus efficaces et moins chères. Et ce que je voulais vous dire aussi au niveau du stockage, c'est que clairement, là je vous mentionne la loi de Moore qui est le fait que les microprocesseurs augmentent leur capacité dans le temps de façon régulière sur la quantité totale de calculs qu'ils font. Pour aller voir sur internet, je pense que je l'ai à peu près expliqué, mais allez voir quand même la vraie définition. Et globalement, je pense qu'on pourrait un jour avoir un équivalent sur le prix des batteries et le prix des panneaux. Je pense que dans le temps, ça va coûter de moins en moins cher et le solaire est quelque chose dans lequel je crois vraiment dans le futur. Et sachant que, comme je vous le disais, ici, il y a très peu de maintenance. Les panneaux, globalement, il y en a qui ont peut-être 50 ans et ils produisent encore. Par contre, évidemment, les composants électroniques comme les micro-onduleurs, eux, ils n'auront pas une durée de vie de 50 ans parce qu'il y a de la chimie dans l'électronique et la chimie dans le temps, ça souffre beaucoup. Donc ça veut dire qu'on pourrait très bien avoir des panneaux qui, dans le temps, on viendra changer les micro-inverteurs tous les 10 ans et remettre des nouveaux micro-inverteurs. C'est pour ça que je ne vois pas ce business non plus devenir totalement une commodité comme pourraient le devenir les panneaux solaires qui, eux, coûteront peut-être beaucoup moins cher. Et enfin, je voudrais finir avec l'analogie qui est souvent évoquée dans le All In Podcast, qui est un podcast que je recommande évidemment. Et c'est que on a un réacteur à fusion nucléaire dans le ciel et il faut en profiter. Et si vous faites les calculs, il ne faut pas tant de panneaux solaires que ça pour faire fonctionner une maison ou tout simplement un pays. En surface, c'est assez faible. La plupart des maisons individuelles, si on recouvrait les toits de panneaux, on aurait largement de quoi faire tourner toute la maison et on pourrait même en renvoyer dans le réseau. Évidemment, ça dépend énormément de la taille du toit. Les calculs de surface se font très bien. Vous obtenez la puissance générée moyenne sur une journée. Et donc voilà, bon, c'est les calculs, on ne va pas les faire ici. Évidemment, c'est un peu plus difficile sur des immeubles, mais sur des grands plein pieds, etc., c'est d'ores et déjà faisable et beaucoup de personnes le font d'ailleurs. On continue avec les points spécifiques sur le business. Je tenais aussi à vous parler de l'écosystème, des batteries et de la gestion de l'énergie. Beaucoup de personnes qui utilisent ce produit, et j'en connais, et même les installateurs, ils disent que l'application est vraiment bien faite, la gestion est bien faite, c'est facile à prendre en main, et globalement leur écosystème fonctionne très bien, et c'est pour eux un énorme argument de vente. Donc évidemment, on va pas passer beaucoup de temps là-dessus, il y a des présentations sur internet, des vidéos YouTube de Enphase, vous pouvez aller voir ça. Ensuite, un autre point que je voulais mentionner, c'est la gestion, le management et l'historique de l'entreprise. C'est une entreprise qui existe quand même depuis bientôt 2 décennies. On voit aussi qu'ils sont très bien implantés et diversifiés. Ils ont 4 usines, comme vous le voyez sur la photo, au Mexique, en Europe, en Inde et en Chine. Donc, ils ne sont pas hyper centralisés. S'il y a un problème dans une usine, ils ont toujours les autres. On continue sur les derniers points spécifiques du business et ensuite on parlera des risques parce que oui, évidemment, il y a toujours des risques et j'aime en parler aussi. Donc, tout d'abord, leur réseau de distribution est extrêmement développé. Beaucoup d'installateurs installent du Enphase parce qu'ils le comprennent, parce que c'est facile, parce que c'est disponible, parce qu'il y a un bon service après-vente. Les installateurs sont formés et satisfaits. J'ai eu des retours perso et puis même si vous regardez sur Internet, globalement, ils sont très bien implantés chez les personnes qui installent parce que tout le monde ne va pas installer des panneaux solaires
eux-mêmes, il faut quand même des certaines connaissances techniques, notamment en électricité. Les particuliers, ils s'y mettent aussi de plus en plus et notamment, ils peuvent mettre un ou deux panneaux dans le fond du jardin à moins d'un mètre 80. Il y a une loi qui était passée en France aujourd'hui, c'est très simple de faire une déclaration et je connais beaucoup de personnes à titre personnel qui mettent un panneau de 400 watts pour juste un petit peu lisser la consommation électrique du frigo, de la box, de la clim. Et je connais même des personnes qui ont pu en mettre beaucoup plus. Par exemple, s'ils ont une pompe de piscine qui tourne toute l'année et la pompe de piscine fait, je sais pas, 1000 ou 2000 watts, et ben quand elle tourne la journée, et bien clairement, elle se fait alimenter en grande partie par les panneaux solaires et ça permet de diminuer la facture électrique. On pensera aussi à tout ce qui est les chargeurs électriques de voitures et notamment les chargeurs bidirectionnels. Ils en parlent d'ailleurs dans leur présentation des investisseurs, je vous ai pris la photo et je vous l'ai mise dans la présentation, mais globalement ce qu'ils disent c'est qu'ils sont en train de développer des nouveaux chargeurs qui vont bientôt arriver, qui permettront de charger la voiture, mais aussi de récupérer l'énergie de la voiture pour la renvoyer dans la maison. Par exemple, si vous avez une coupure électrique générale et que c'est la nuit, vous pourriez utiliser l'électricité qu'il y a dans la batterie de votre voiture pour alimenter votre maison. Donc voilà, là ensuite je vous parlais justement de lisser sa consommation chez un particulier, donc je vous parlais du chauffage de la clim, de la pompe et de l'installation à 1,80 m. Donc voilà, c'est un point que j'ai déjà évoqué juste avant. Et enfin, le dernier point que je mentionnerai, c'est que pour moi, et c'est un avis personnel, les États vont continuer à pousser ces technologies. On a des incentives, donc on a des aides, des incitations à pour mettre ce genre de système, et clairement, des entreprises dans ce secteur peuvent en bénéficier. Évidemment, c'est aussi dangereux, et c'est pour ça qu'on va parler des risques, parce que ces aides pourraient un jour être coupées, et ça pourrait impacter le business. Donc je vous propose maintenant de passer aux risques. En parlant de risques, sachez qu'il n'y a pas besoin de tous les inventer. Si vous allez dans le 10K, c'est aussi obligatoire pour les entreprises de les mettre, donc vous descendez, vous allez dans Risk Factor, et là, vous aurez énormément d'informations et de risques. Et personnellement, je vous ai mis ceux que je retiens de plus importants. Tout d'abord, il y a des risques d'un ralentissement économique. Et s'il y a moins d'argent en circulation, les personnes peuvent moins investir. Et donc, ils ne pourront pas forcément faire du panneau solaire parce que c'est des installations chères. Ensuite, on pourrait aussi avoir un ralentissement du marché solaire. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais s'il y a moins de ventes, ça impactera forcément le business. Et c'est des risques plus court terme que long terme, à mon avis. Mais je dois de les mentionner. Ensuite, on aurait la fin des aides des États. Sur le très long terme, certainement que les États pousseront un petit peu moins quand on aura fait plus de transition vers des énergies plus renouvelables. Donc clairement, sur le long terme, ça peut être un risque. Ensuite, on a une concurrence forte. Évidemment, ils ne vont pas rester sans compétition, ils ont déjà de la compétition, il va falloir se battre et continuer à innover, donc c'est un risque aussi. Les chaînes d'approvisionnement, on l'a connu hélas pendant la pandémie en 2020, les chaînes peuvent être disruptées, on peut avoir des problèmes de transport, des composants électroniques qui ne sont pas disponibles, et s'il manque un seul composant sur une carte électronique, vous ne pouvez plus produire. Un autre problème qu'on pourrait avoir aussi, c'est des problèmes sur la communication, sur la fidélisation des installateurs des clients ou des problèmes de vie privée. S'ils se faisaient par exemple pirater leur application ou si on avait des scandales, ça pourrait clairement impacter l'image de marque du business. Alors je sais que pour certains de ces risques, ils sont un petit peu vrais pour toutes les entreprises, mais j'aime quand même toujours me les rappeler. Ensuite, on a les coûts de transport, les risques sur les usines ou tout simplement l'inflation des salaires dans certains pays qui peut clairement entamer le business. Ensuite, on a les risques sur les batteries. Ça peut exploser, on peut avoir des problèmes d'approvisionnement. Ils travaillent quand même avec des produits qui peuvent être considérés comme dangereux avec les batteries. Et je conclurai enfin avec les taux d'intérêt, mais sachez aussi qu'il y a plein d'autres risques. Évidemment, on ne va pas tous les citer, mais j'ai retenu les principaux pour moi par rapport à Enphase. Et au niveau des taux d'intérêt, ce que je veux dire, c'est que quand on a des taux qui remontent et si une personne veut faire une installation solaire qui coûterait peut-être 10 000, 20 000, 30 000 euros, et ben forcément, ça va être beaucoup plus cher de faire un crédit et ça peut impacter le business. Et je pense que ça a eu lieu en partie sur les derniers trimestres, on le verra au niveau des chiffres, et notamment aussi au niveau de l'immobilier. Quand le prix de votre maison baisse, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'autant investir de l'argent dessus. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo et on va parler de la valorisation de l'entreprise et de mes chiffres. Donc tout d'abord, comme d'habitude, je vous ai mis une imprime écran du site Finviz qui résume un petit peu l'entreprise. C'est donc une entreprise qui pèse un petit peu plus de 21 milliards de capitalisation boursière, milliards de dollars, et ils sont en chiffre d'affaires à un petit peu plus de 2,6 milliards, ce qui nous fait un prix par rapport au chiffre d'affaires de 8 au niveau du ratio, ce qui est élevé, mais encore une fois, on va le voir plus tard, il y a beaucoup de croissance qui permet aussi de le justifier. Et ensuite, on voit qu'en termes de bénéfices, ils sont à presque 500 millions, ce qui nous amène à une marge nette de presque 19%. En parlant de marge, marge brute qui est à plus de 40%, ce qui est excellent pour l'industrie, on en parlait plus tôt. Au niveau des retours sur asset, equity et investment, on n'a pas grand-chose à dire, c'est plutôt bon. Il faudrait aller gratter un petit peu plus en détail pour voir ce qui s'est passé au niveau de l'investissement et de la dette, parce que ça peut faire bouger ces chiffres, donc il faudrait regarder s'il lève beaucoup de dettes, etc. Je vous laisserai le faire si vous faites une analyse complète. Au niveau de la dette, en parlant ratio, current ratio, on n'a pas trop de problèmes, donc ils peuvent faire face aux dettes sur le court terme. Pareil, il faut aller voir en détail dans les documents financiers dans le 10K pour vérifier ça si vous décidez d'investir. Je veux pas que la vidéo soit trop longue parce que je pense qu'elle va déjà être longue, donc on va pas faire non plus une analyse de plus d'une heure, on va rester raisonnable. Et ensuite, si je prends les ratios, on voit qu'on a un PI, donc un prix par rapport
au bénéfice de 46. Par contre, par rapport au bénéfice l'année prochaine d'après les analystes, vu qu'on voit qu'ils prévoient une croissance de plus de x2 sur les bénéfices l'année prochaine, et bien clairement on devrait être à 21 d'après les analystes, d'où je vous le dis encore une fois l'énorme croissance de l'entreprise. D'ailleurs, regardez sur les 5 dernières années en composé, on est à plus de 50% de croissance du chiffre d'affaires. Une entreprise qui a beaucoup de croissance, évidemment elle va peut-être pas maintenir autant, et vous le verrez dans mes chiffres, j'ai été très prudent. Cependant, voilà, clairement une entreprise qui pour moi a un avenir, c'est mon avis personnel encore une fois. Et on a un price to free cash flow à presque 26, qui honnêtement est plutôt raisonnable par rapport à la croissance de l'entreprise à mon avis. Je vous propose maintenant de passer plus en détail sur des graphiques, et ensuite je vous donnerai le prix auquel j'achète l'action en ce moment. Premier graphique, on va tout simplement regarder la courbe d'Enphase qui s'est passée. Donc c'est une entreprise, sachez-le, que j'avais acheté il y a plus d'un an, et je l'avais vendue avec une plus-value de pas loin de 100%, autour des 300 $ de souvenirs. Je l'avais vendu il y a à peu près un an, donc on se retrouvait ici au niveau de juillet 2022, c'était il y a 11 mois. Ensuite, j'ai patienté et il y a eu une très forte baisse, et moi, comme vous le voyez, je l'ai racheté récemment vers cette ligne bleue qui est mon coût de revient actuel à 163 $. Passons maintenant sur quelques courbes. Donc là, je vous ai mis sur du 3 ans. Vous voyez, j'ai démarré juillet 2020 et je vous ai mis donc les revenus en bleu. Et vous voyez en haut justement le ralentissement qu'il y a eu, qui a aussi fait que l'entreprise a corrigé fortement en bourse. D'ailleurs, en parlant de corriger, si vous regardez depuis les points hauts, elle a baissé de plus de 50% actuellement. Donc clairement, l'entreprise a corrigé en bourse. Il y a eu un ralentissement sur le chiffre d'affaires. Pour moi, principalement, c'est lié au ralentissement économique, au ralentissement de vente de maisons. Les gens veulent moins investir, et évidemment aussi au taux d'intérêt qui remonte, puisque c'est des installations qui coûtent cher. Cependant, ce que je tiens à dire, c'est que pendant cette période de 3 ans, on voit clairement qu'ils ont eu vraiment des marges qui se sont maintenues. Si vous regardez, si je descends un petit peu ici, on voit qu'on a une marge brute qui a été en moyenne de plus de 40% à 42,8% sur les 3 dernières années. Et si je vous prends la marge nette, on a été en moyenne à 16%. Donc voilà globalement au niveau des marges et du chiffre d'affaires et de l'évolution dans le temps. Et si je vous mets ici sur le court terme, donc sur 3 ans, on voit qu'on a une croissance des revenus sur 3 ans de 75%. Et par contre, si je remonte sur du long terme, donc sur du 10 ans, parce que l'entreprise, évidemment, elle n'a pas été toujours aussi en croissance que ces dernières années, on voit que ça nous ramène sur autour de 30% de croissance en composé sur à peu près 10 ans, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. On continue ici, je vous ai remis les marges pour vous remontrer plutôt une bonne stabilité depuis 2020 avec la marge brute plus de 40%, la opérationnelle à autour de 20% et la marge nette qui se balade entre 10 et 20% selon les mois. Donc on voit ici que c'est une entreprise qui se cherche encore, elle n'a pas des marges aussi stables que pourrait avoir une entreprise comme Apple par exemple. Cependant, clairement, on n'est plus en négatif depuis plusieurs années et je pense qu'ils vont réussir à maintenir ce genre de valeur. Évidemment, je vous partage ici encore une fois seulement mon opinion. Ensuite, si on va voir le prix par rapport au chiffre d'affaires, donc on va passer sur les ratios maintenant. Je vous montre ça tout simplement parce qu'on compare avec le prix que l'action avait dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'il faut la payer ce prix-là, on le verra à la fin, il faut faire ses propres chiffres pour savoir combien on veut la payer aujourd'hui pour faire un retour sur investissement désiré selon le futur qu'on voit pour le business, notamment au niveau de la croissance et des marges. Cependant, si on regarde purement la valeur que lui donne le marché d'un point de vue de la valorisation, on voit qu'actuellement on a un prix par rapport au chiffre d'affaires à 8, alors que si vous remontez il y a encore quelques années, on était sur des 20 et voire même plus. Ce qui me fait dire qu'à l'époque elle était chère et c'est pour ça que je l'avais vendue. Je la trouvais beaucoup trop chère et aujourd'hui je trouve qu'elle est en train de revenir sur des prix raisonnables. Si on continue sur le prix par rapport au flux de trésorerie disponible, on trouve un petit peu la même chose. Aujourd'hui, on est sur du 20 à 30, là on est sur 27, mais ça varie un petit peu chaque jour selon le prix de l'action évidemment. Et si vous regardez sur les derniers mois et trimestres, on était beaucoup plus élevé. Donc encore une fois, ce graphique confirme que l'entreprise est plutôt pas trop chère historiquement en ce moment et on retrouve la même chose sur le prix par rapport aux bénéfices. On va passer rapidement au niveau des actions. Est-ce qu'ils ont racheté ou vendu des actions? Donc on voit qu'entre 2017 et 2020, ils ont généré beaucoup d'actions. C'était une entreprise qui à ce moment-là n'était pas encore rentable. Et ça se voit très bien au niveau des marges. Si on retourne sur le graphique, on voit qu'effectivement, avant 2019, on avait des marges nettes négatives. Par contre, si on retourne sur le graphique, je vais vous le retrouver, il est ici, on voit que depuis 2021, ils génèrent pratiquement plus de nouvelles actions. Alors je pense qu'ils ont un petit peu de stock-based compensation, d'ailleurs j'avais regardé, ils en ont. Et donc voilà, ils génèrent quelques actions, mais c'est devenu raisonnable et je ne serais pas étonné que dans le futur, s'ils ont des flux de trésorerie disponibles qui augmentent, ils en utilisent un petit peu pour racheter de l'action, surtout si l'entreprise venait à être sous-cotée. Et le dernier point que je vous montrerai avant de passer à mes chiffres, c'est le free cash flow yield et le operating cash flow yield. Donc ça en fait, c'est les rendements qu'on aura
aurait s'ils versaient par exemple 100% du free cash flow en dividende. Ils vont pas le faire, ils en versent même pas d'un dividende d'ailleurs, puisqu'ils réinvestissent l'argent dans le business pour des nouvelles unités, pour de la recherche et développement, etc. Cependant, on voit quand même que le free cash flow yield a explosé ces derniers mois, tout simplement parce que le free cash flow a explosé. Et aujourd'hui, s'ils nous payaient 100% du flux de trésorerie disponible, donc du cash qui reste, le flux de trésorerie disponible, comme j'explique tout le temps, c'est la capacité d'autofinancement de l'entreprise. C'est le cash qui reste quand on a fini l'année. Eh bien, ils pourraient verser presque 4% de dividendes. Et évidemment, ils ne le feront pas, mais je voulais montrer quand même que c'est une entreprise qui a clairement amélioré ses rendements sur les flux de trésorerie opérationnels et disponibles, comme le montre ce graphique, et vous voyez que les rendements ont explosé depuis quelques mois. Passons maintenant à mon prix cible et à l'avis des analystes, et on conclura la vidéo. Donc moi personnellement, c'est une action que j'aime acheter sous les 160 $, 140 encore mieux, voire moins. Si vous regardez très rapidement, même si on ne va pas rentrer en détail là-dessus, puisque c'est que des chiffres, je vous donne quand même les croissances que j'estime ici sur le flux de trésorerie disponible, puisque j'ai fait mon analyse sur le flux de trésorerie disponible. J'ai prévu qu'on ferait 20% sur les 2 prochaines années, puis 18, 16, 14. Je mets ces chiffres parce que j'essaie d'être très raisonnable. Clairement, ces dernières années, si je vous remonte le graphique, vous voyez, ils ont fait en composé sur 3 ans plus de 85% de croissance par année sur le flux de trésorerie disponible. Je ne pense pas qu'ils vont continuer à le faire, ou en tout cas, je n'ai pas envie de le penser parce que je veux être raisonnable dans mon analyse. Bon, bref, ensuite, je remplis toutes les formules, je me mets sur un prix par rapport au flux de trésorerie disponible que le marché serait prêt à donner pour cette action de 25, ce qui, encore une fois, est plus bas que ce qu'on a actuellement. Vous voyez que là, en ce moment, on est autour de 30 et 25, et dans le passé, on était beaucoup plus autour des 60-70, mais encore une fois, je veux être raisonnable et ça me donne un prix d'achat autour de 160 $. Je pense que je suis un petit peu pessimiste sur l'entreprise, mais en même temps, ça me va bien. Et si vous prenez l'avis des analystes ici, vous voyez que sur 23 analystes, on a 18 recommandations à l'achat, 3 recommandations en conservation, 2 recommandations à la vente. Et eux, ils estiment un prix, un target price, donc un prix cible à 12 mois de 260 $. Et donc, eux aussi, ils estiment que l'action est sous-évaluée, mais ils sont juste un petit peu plus optimistes que moi. Passons maintenant à la conclusion. Donc évidemment, je dirais tout d'abord, on n'a pas pu parler de tout. C'est un résumé que je vous ai fait de recherches plus approfondies que je fais à titre personnel sur des PowerPoint, sur des fichiers de doc, des Excel, etc. Donc voilà, je passe pas mal de temps à le faire. Et ici, je vous présente une partie de mes recherches qui me paraissait assez intéressant sur YouTube, un petit peu de technique, un petit peu de valorisation. Et si vous êtes intéressé, évidemment, je vous laisse mener vos propres analyses. Je ne peux pas vous donner de conseils. Et honnêtement, vous êtes les seuls responsables de votre argent. Des exemples de questions par contre que je me poserais si je voulais commencer une analyse, et c'est peut-être votre cas. Déjà, je me dirais, est-ce que je comprends le business? Est-ce que je crois dans le futur du business? Est-ce que c'est un business qui m'intéresse? Ou alors est-ce que je pense que le solaire, c'est pas le futur ou que cette entreprise pourrait se faire disrupter par un concurrent? Est-ce que je pense qu'ils vont réussir à continuer à croître? Est-ce qu'ils vont résister à la concurrence? Voilà des questions que moi je me suis posées personnellement. Et sachez donc, voilà, moi en ce moment j'achète l'action autour des 160 $. J'en ai racheté déjà 3 points d'entrée. Je dois actuellement avoir 10 actions et je vais continuer à DCA doucement, donc à acheter doucement au fur et à mesure des mois. Comme ça, si ça monte, j'ai déjà ouvert une position et je ne suis pas déçu d'avoir raté mon prix cible. Et si ça baisse, eh ben, je peux en racheter plus pour moins cher et faire baisser mon coût de revient unitaire. On a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler en commentaire ou sur Instagram, en DM, je vous réponds aussi. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse ou simplement revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, vous trouverez en description un lien vers des cours vidéo offerts sur les bases pour commencer à investir en bourse. C'est 100% gratuit et comme j'avais eu pas mal de retours positifs dessus, notamment en DM, eh ben, je me dis autant en parler à chaque vidéo si ça peut aider. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et passer dire bonjour sur Instagram. Je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.